Alors, chers téléspectateurs, aujourd'hui, la tribune des économistes, avec Georges Holland. Bonjour Georges. Bonjour. Alors, cette tribune va prendre aujourd'hui un caractère un peu particulier. D'abord parce que notre ami Maximilien est retenu par un contrôle fiscal, non pas le sien, mais celui de ses clients, bien sûr, puisque chacun sait que Maximilien est expert comptable. Mais parce que nous voulions, mon cher Georges, parler aujourd'hui de la sécurité sociale. Or, il se trouve que l'actualité nous apporte sur un plateau Claude Reichmann, si je puis dire. Bonjour Claude. Bonjour Olivier. Bienvenue sur le plateau de Politique et Économie. Mais surtout, parce que Claude Reichmann a beaucoup d'informations à nous donner sur le sujet de la sécurité sociale. Mais le tout premier, me semble-t-il, c'est que Claude Reichmann, vous venez de passer en correctionnel pour votre action face au monopole usurpé de la sécurité sociale. Alors voulez-vous, dans un premier temps, nous conter ce qui s'est passé au tribunal de Paris dans un procès qui était truqué, bien entendu. Procès truqué, complètement truqué, puisque nous avons été attraits devant ce tribunal sur un motif qui n'existe pas. Il y a un article du Code de la Sécurité sociale que je connais bien, puisque lorsqu'il a été pris en 1995, la presse, les médias l'ont baptisé la loi anti-Reichmann. Voilà. Alors, elle a été une loi ad hominem, puis cette loi a été changée, parce que nous nous sommes évidemment défendus, et la Commission européenne est intervenue, et cette loi anti-Reichmann est devenue une loi générale, qui, à la différence de la première, ne disait plus qu'il était interdit de militer contre la sécurité sociale française, mais qu'il était interdit d'inciter les personnes à ne pas adhérer à un régime de sécurité sociale, donc à ne pas s'assurer. Ce régime de sécurité sociale peut être le régime néerlandais, britannique ou autre, mais ça n'est plus le régime français puisqu'on a supprimé toute mention de la sécurité sociale française. Le mot exact, c'était un régime organisé par le présent livre, c'est-à-dire par le livre le Code de la sécurité sociale. Ça a été supprimé. Et voilà que, le changement s'est fait en 2006. Et voilà que, 11 ans après, on nous exhume l'ancien texte, celui de 1995, que le procureur de Paris magouille, et qu'il transforme en y rajoutant tout simplement donc le fait que nous avons dit, alors que nous disions toujours qu'il faut s'assurer. Et bien entendu, je vous ai toujours entendu. Je l'ai toujours dit. À cette émission, nos téléspectateurs en sont témoins. Vous avez toujours dit qu'il n'était pas question de ne pas s'assurer. Absolument. Et alors, le procureur de Paris rajoute à l'article L114-18 qui ne dit nullement cela que nous avons milité contre un autre article du Code de la Sécurité sociale qui organise l'obligation de s'assurer à la sécurité sociale et qui n'est plus valide. C'est invraisemblable. C'est ce que l'on appelle un trucage éhonté. Et donc, j'ai dit au tribunal, parce que il y a un moment où je me suis tout de même insurgé, parce que vous savez ce que c'est dans une audience correctionnelle, on vous demande si vous avez encore votre grand-père alors que vous-même vous êtes déjà grand-père. Oui, oui. Bon, en gros, c'est ça. C'est ce qu'on appelle éclairer la justice. Voilà. Bon, je n'ai plus mes grands-pères, donc j'étais un petit peu tranquille de ce point de vue-là. Je ne risquais plus rien. Mais enfin, à ce moment-là, après 2 jours où on nous a cassé les pieds en nous demandant un détail sur ceci, vous avez encore des enfants, est-ce qu'ils sont majeurs, enfin bref. C'est invraisemblable. C'est invraisemblable. C'est l'Inquisition. C'est l'Inquisition. Surtout pour des gens qui n'ont rien à faire dans un tribunal. Et donc, je me suis... Parce que l'avantage du procès correctionnel, c'est qu'on peut parler. Dans la plupart des autres procès, vous avez affaire à des magistrats qui vous disent de vous taire. Bon. Là, ils sont obligés de laisser parler. Alors j'ai pris, en quelque sorte, le micro, si l'on peut dire, il n'y en avait pas d'ailleurs, mais j'ai pris la parole pour expliquer au tribunal, ou plutôt pour demander au tribunal un certain nombre de choses. La première, qui êtes-vous pour me juger ? Voilà. Qu'est-ce que vous avez fait dans la vie qui vous permette de juger quelqu'un qui a passé sa vie à soigner les autres, qui a milité en tant que citoyen ? Qui êtes-vous ? Oui, silence, ils ne répondent jamais, évidemment. Et je leur dis, mais au fond, dans cette affaire de sécurité sociale, mais qu'est-ce que vous en pensez ?
Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous pensez qu'il y a un monopole? Est-ce que... Il faudrait quand même que je sache ce que vous pensez, puisque vous allez me juger. Encore, on a senti une gêne qui montait du haut de cette tribune, et comme le disait mon avocat, le bâtonnier Le Borgne, mais tout ça, vous êtes, messieurs les juges, au-dessus des autres, mais c'est la menuiserie. Bon, enfin bref, je leur ai sorti, à ce moment-là, 4 documents, ou plus exactement 3 et demi. Un document qui émanait de la Commission européenne en 2001, émanant du principal responsable du marché intérieur, le directeur du marché intérieur, disant à partir de 2002, les caisses françaises vont devoir respecter les directives européennes. Ah, mais accablant. Deuxièmement, une circulaire intérieure de la direction de la sécurité sociale, c'est-à-dire marquée DSS, etc., enfin tous les repères y étaient, qui disait désormais les Français peuvent s'assurer partout ailleurs en Europe. Extraordinaire. Bon. Et la troisième, c'est un communiqué de la Commission européenne datant de 2012 que nous avons exhumé parce qu'il n'avait pas été largement diffusé, et pour cause, il s'adressait à la Bulgarie. Alors la Bulgarie, vous savez, est membre de l'Union européenne. Oui. Et la Commission européenne s'insurgeait contre la pratique des dirigeants bulgares qui ne se comportaient pas d'une manière assez rigoureuse pour appliquer les directives européennes. Alors donc, si la Bulgarie doit appliquer les directives, pourquoi la France ne doit-elle pas les appliquer? Voilà les quelques questions que j'ai posées au tribunal. Et naturellement, ni le procureur, qui était une procureuse d'ailleurs, je ne sais pas on dit comme ça, ou une procureure. Une procureure, comme on dit maintenant, moi je préfère dire un procureur. Nous appelons la fonction, pas le sexe, exactement, évidemment. Voilà. Ni le procureur, ni les magistrats, ni les caisses qui étaient partie civile, car ces caisses qui sont des délinquants, puisqu'ils opèrent, ils font des opérations d'assurance illégalement. Aucune de ces caisses n'a trouvé un mot à dire, alors que c'était tout de même une intervention essentielle, puisqu'on disait au tribunal et à l'ensemble des personnes présentes, qu'est-ce que c'est que ce tribunal? Qu'est-ce que c'est que ce pays où on fait perdre du temps? Oui, parce que car tous ceux qui étaient là, une journée entière. C'est 3 jours. 3 jours. J'ai perdu 3 jours, alors que j'ai mieux à faire. Oui, surtout, je ne récuse nullement la justice dans son principe, mais je récuse le fait d'être attrait en justice quand on n'a rien à y faire. Alors ça, c'est tout à fait scandaleux. Enfin bref, cette audience s'est passée comme je viens de vous l'indiquer, et le procureur, à la fin, a requis 5 000 € d'amende, alors que nous sommes menacés de prison. Alors, naturellement, nous attendrons le jugement. Inutile de vous dire que quel qu'il soit, sauf si c'est un non-lieu, nous ferons appel, car il est hors de question de reconnaître le droit à la sécurité sociale, de distribuer une amende, ou à la justice, de distribuer une amende à des gens qui respectent strictement la loi. Surtout que nous avons, depuis le début, partout, et vous en êtes témoin, affirmé que nous n'avons pas la moindre intention, dans notre action, de violer les lois. Nous ne sommes ni violents, ni violeurs, ni quoi que ce soit. Nous respectons la loi. Et toute notre action a été fondée sur la loi. Alors nous n'allons pas aujourd'hui nous trouver dans la situation de délinquants, alors que nous avons toujours respecté la loi. C'est ça, c'est que nous sommes dans la version absolue. Vous avez, vous, délinquants, alors que vous êtes un citoyen qui défend la réalité légale, des délinquants qui sont partie civile, et des juges qui, à tout le moins, ignorent tout du dossier. Oui, enfin, ils en ignorent tout, sauf qu'ils sont là pour nous condamner. Voilà. J'ai bien vu, d'ailleurs, la présidente avait un dossier avec des tas de petits post-it partout. Et alors, je lui dis, mais votre dossier, vous pouvez le ranger, le mettre à la poubelle. Vous n'avez pas le droit de juger, puisque nous sommes dans ce que l'on appelle la prévention. Nous sommes prévenus d'avoir fait telle chose et telle chose. La prévention nous dit que c'est l'article L114-18 au nom duquel nous sommes poursuivis, et vous nous poursuivez pour un autre article qui n'est pas du tout dans le 114-18. C'est comme si demain on vous disait, voilà, nous vous jugeons parce que vous avez volé des cacahuètes, mais et aussi parce que vous avez tué votre mère. Je dis, ah, mais je n'ai jamais tué ma mère. Ah non, mais ça ne fait rien, on est ajouté, ça fera bon poids.
Voilà. Non, mais c'était Mais exactement ça. on en est là en C'est France. exactement ça. Et à un moment, le juge vous dit que si vous n'êtes pas content, vous pouvez quitter la France. Alors voilà, à un autre moment, d'un air doucereux, la présidente du tribunal me dit Invraisemblable. mais au fond, le système social français ne vous plaît pas. Je suis, Madame la Présidente, je ne vous dis pas qu'il ne me plaît pas, ce n'est pas le problème. Question de goût, c'est pas une question de goût. C'est une question de loi. Loi. Bon, le système social français n'a pas inclus, en tout cas pas de manière officielle, les lois qu'il est obligé d'inclure, ou s'il les a inclus, on ne les applique pas. Donc, ce n'est pas que ça me plaise ou que ça ne me plaise pas. C'est tout simplement qu'il faut appliquer la loi. Et elle me dit, mais si vous n'êtes pas content, vous pouvez aller à l'étranger. Invraisemblable. Et alors, ça m'est déjà arrivé, figurez-vous, c'était pas dans une enceinte judiciaire, c'était lors d'une conférence que je faisais, un congrès, il y avait des investisseurs. Bon, ces investisseurs m'avaient demandé de venir expliquer la nouvelle donne sociale. Je l'ai expliqué, et puis il y a un type qui demande la parole. Je le connaissais un peu de vue parce qu'il passe à la télévision de temps en temps, et qui me dit, mais si le système social ne vous plaît pas, vous pouvez partir à l'étranger. Et ce type, il est d'origine polonaise. Je le sais parce que c'est son nom qui le dit. Je n'ai rien contre son origine en quoi que ce soit, mais un type qui est quand même dans la famille a été accueilli en France, qui vient expliquer à des Français qu'ils peuvent partir. C'est un côté quand même un petit peu choquant, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais qu'une présidente de tribunal vous dise « vous pouvez partir », ça veut dire, parce que ça n'est pas que drôle, enfin, si l'on peut dire, c'est grave. C'est grave et tragique, parce que ça veut dire que la justice se croit autorisée aujourd'hui en France à dire que le citoyen n'a plus de droits. Exactement. Parce que qu'est-ce que je fais d'autre que défendre les droits ? Je ne fais rien d'autre. Je ne circule pas avec une Kalachnikov, je n'insulte personne, je ne viole aucune loi française, au contraire, je milite pour qu'on les respecte, et voilà qu'une présidente de tribunal, payée par moi en plus, parce qu'elle est fonctionnaire, vient m'expliquer que je peux me rendre à l'étranger. Voilà. Alors Claude, on va donner la parole à Jean Jolan. Il la mérite bien, parce que je l'ai monopolisé un peu pas du trop. tout. Vous nous avez très bien retracé le procès, c'est parfait. Et nous aurons des suites. Bien sûr, vous reviendrez pour parler des suites. Bien sûr. Mais Georges, vous êtes, en tant qu'auteur d'un livre sur la sécurité sociale, vous avez votre mot à dire, et vous l'avez. En conclusion de cette première partie, ensuite nous allons revenir. En conclusion, je voudrais d'abord une précision. Vous aviez donc un procureur et combien de magistrats ? 3. Bien. La deuxième question, c'est en relation avec ce que vous dites. Il est exclu que comment dire, vous acceptez la proposition qu'il est exclu de ne pas s'assurer en France. Je voudrais revenir sur ce point. Il y a exactement 100 ans, cette question a été débattue par les juristes. Il y avait une liberté de s'assurer ou de ne pas s'assurer. Cette liberté, une première fois, a été réduite en 1928-1930, ce sont les fameuses assurances sociales, et une seconde fois, et c'est dans ce cadre que nous vivons aujourd'hui, c'est 1946, voilà. Une sécurité sociale qui n'a jamais fait l'objet de décision du peuple. À aucun moment le peuple n'a eu à s'exprimer sur l'organisation de la sécurité sociale. Et à cette époque, le Parti communiste représentait 25% de l'électorat. Donc, qu'on ne considère pas que la proposition qu'il est exclu de ne pas s'assurer soit, disons, une bonne proposition, c'est une proposition parmi d'autres. Nous sommes obligés de la supporter, mais rien ne dit que d'ici 1 an, 5 ans ou 10 ans, cette proposition sera abandonnée. Alors, je suis d'accord avec vous, je veux simplement ajouter un mot si on a le temps. C'est de ma faute, figurez-vous. Ça peut vous surprendre. Cette obligation, c'est de ma faute. Pourquoi ? Parce que c'est la loi anti-Reichmann. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y avait une loi qui disait vous êtes obligé de vous assurer à la sécurité sociale, nous étions obligés de dire non, on peut s'assurer ailleurs. Voilà. Mais pour le reste, je reviens complètement, je suis tout à fait d'accord avec vous, Georges.
c'est inacceptable, l'idée, la liberté. Alors, le seul argument pour l'obligation de l'assurance, c'est le fait qu'ensuite les gens sont à charge de la collectivité. Oui. Mais, mon Dieu, écoutez, il y en a tellement qui sont à charge de la collectivité qu'on pourrait au moins laisser la liberté aux autres. Voilà. Conclusion provisoire de cette première partie, mon cher. Très bien. Alors, chers téléspectateurs, après cet invraisemblable récit de l'impudence de la caste des magistrats, nous allons revenir au dossier de la sécurité sociale. Et beaucoup de nos téléspectateurs vont s'interroger sur l'issue de la suppression du RSI, car officiellement, le RSI est mort. Il est mort officiellement, c'est d'ailleurs le Conseil constitutionnel qui le dit. Voilà. Alors, bon, il est mort et enterré, mais... Alors, par quoi est-il remplacé et par quoi peut-il être remplacé? Il semble que les URSSAF veuillent prendre la suite, mais il faut, je crois, selon la règle européenne, un appel d'offres. Absolument. Alors, j'ai envie de vous dire, si vous me permettez, je vous en prie. Que finalement, cette affaire-là, c'est une miséricorde. Et je vais vous dire pourquoi. Vous savez ce que c'est qu'une miséricorde? Ce sont les petits tabourets qu'on met... Bon, il y a la miséricorde. Pour les moines. Voilà. Pour qu'ils appuient leur séant. Pour les chanoines. Voilà. Pour que les chanoines puissent être debout aussi. Oui, parce que être debout pendant des heures, pendant l'office, c'est parfois un peu difficile. Donc les chanoines avaient des petits dossiers qui s'abaissaient dans le cœur et qui leur permettaient de rester apparemment debout tout en étant quand même un peu assis. Voilà. Donc, nous sommes dans le cas, si je cite cet exemple, c'est non pas pour faire étalage d'une science que je n'ai pas, mais en matière de chanoine, je laisse ça aux spécialistes, mais tout simplement pour dire que la formule qui a été choisie par le gouvernement pour remplacer le RSI, c'est de dire qu'ils vont l'adosser à l'URSSAF. Donc, par une miséricorde. Et le mot est bien choisi, puisque l'URSSAF ne sait pas comment faire en sorte d'être représenté, par exemple, devant un tribunal, de manière légale. Puisque nous recevons régulièrement, de la part de l'URSSAF, à l'occasion des procès qui se font devant les TASS, qui sont en cours d'ailleurs de disparition. Alors, on parlera du TASS. Voilà. Nous recevons des documents par lesquels ils demandent au tribunal de renvoyer les audiences parce qu'ils n'ont pas les garanties qu'ils pourraient offrir de représentativité, en quelque sorte. Voilà. Donc, en fait, on a supprimé le RSI, on l'a remplacé par rien. Ce qui me fait dire, tant mieux. C'était ce qu'il fallait faire. Mais pour l'instant, nous en sommes là, et je crois que ça va durer, car les URSSAF ont une énorme difficulté. Premièrement, ce sont des mutuelles. Nous en avons toutes les preuves. Donc, alors la mutuelle, pour un téléspectateur français, c'est quelque chose d'un peu curieux, parce que pour les Français, la mutuelle, c'est ce qui rembourse le complément. Voilà. Mais pas du tout. La mutuelle, c'est un statut. Alors, le statut de mutuelle fait que, dépendant du code de la mutualité, les URSSAF doivent respecter les règles, et notamment celles qui les obligent à ne signer aucun contrat ou plutôt ne signer aucune adhésion, aucune affiliation sans contrat. Voilà. Bien sûr. Donc, comme elles ne le font pas, évidemment, puisqu'elles sont de droit divin, vous comprenez, tous ces organismes, comme le disait Georges Lannes tout à l'heure, ont été créés sans que jamais la loi ne soit venue appuyer en quelque sorte leur existence et l'attester, si bien que quand on leur dit, par exemple, lors d'un contrôle, alors vous venez contrôler, donc vous êtes une mutuelle, et donc montrez-moi le contrat que j'ai signé avec vous. Ah, vous n'en avez pas. Ah, c'est ennuyeux, alors donc vous ne pouvez pas contrôler. Quant à mes salariés, vous voulez les contrôler aussi, mais est-ce que vous avez des contrats qui vous auraient signés, par lesquels ils accepteraient de faire partie de votre mutuelle URSSAF? Ah, vous n'en avez pas non plus.
Bon, eh bien écoutez, la porte est là. Vous reviendrez quand vous aurez des contrats, si vous en avez un jour. Et ils ne reviennent pas. Ben, bien sûr. Eh oui, et pour cause. Qui, dans nos téléspectateurs, a jamais signé un contrat? Ben, personne. Personne. Donc, mais tout ça, ce sont les épisodes du combat quotidien que nous menons. Je vous assure, 25 ans de combat quotidien. Bravo. Je me demande comment je n'ai pas encore fait une déprime. Parce que je dois avoir un tempérament heureux. Vous avez un tempérament heureux et vous avez des amis qui vous soutiennent. Et j'ai des amis qui me soutiennent, bien sûr. Alors, je rappelle pour nos parmi téléspectateurs- lesquels vous êtes, bien entendu, mon cher Olivier, Je un rappelle des pour nos principaux, téléspectateurs- ainsi que Georges, qui nous a apporté, je tiens à leur remercier, une étude universitaire accablante pour nos adversaires. Je dis bien universitaire. Il ne s'agit pas de propagande ni quoi que ce soit. Et je tiens vraiment à vous remercier tous les deux. Rappelez-nous le titre de votre livre. La sécurité sociale et comment s'en sortir. Et Aux éditions du Trident. Et je rappelle pour nos téléspectateurs, car il en est tous les jours, que vous êtes, mon cher Claude Reichmann, président du mouvement pour la libération de Pour la liberté, de la protection sociale. Mais aussi pour la libération de la protection sociale. Je commets l'erreur à chaque fois. Mais ça ne revient m'en tout de veuillez pas, même. ne m'en veuillez Ça revient tout de même. pas. Alors, Je voudrais dire un petit mot sur Allez-y. les URSSAF. Cette question est très importante. Je l'ai dit il y a un instant, la sécurité sociale a été créée en 45-46 dans les pires conditions qui soient. Jusqu'au début de la décennie 60, les URSSAF n'existent pas. La collecte des cotisations de sécurité sociale aux mains du Parti communiste se faisait selon des principes ignorés de la puissance publique. De Gaulle arrivant au pouvoir, au début de la décennie 60, les URSSAF sont mises en œuvre. Les URSSAF ont, à cette époque, comme fonction, le recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Un point, c'est tout. En 1967, ce sont les fameuses ordonnances de la sécurité sociale décidées par De Gaulle avec comme Premier ministre Georges Pompidou. Ces URSSAF sont mises sous la tutelle d'une nouvelle organisation qui est l'ACOS, Oui, l'Agence centrale des opérations de sécurité sociale, voilà. afin que les URSSAF ne continuent à détenir en réserve les cotisations qu'elles ont reçues, elles ont l'ordre de faire passer toutes ces cotisations à l'Agence centrale des opérations de sécurité sociale, l'ACOS. qui va donc avoir comme fonction de permettre aux différentes caisses de pouvoir payer comme cela doit se faire. Autrement dit, dans le cadre du RSI, faire intervenir en première ligne ces URSSAF me semble être tout à fait original, pour ne pas dire un autre mot, pour autant que le RSI, ce n'est rien d'autre que la fusion d'un certain nombre de caisses qui ont été créées les unes en 1948 comme la Cancava, ou au début de la décennie 60 comme la Canam. Et ces caisses avaient comme originalité de lier le recouvrement et les prestations, oui, à c'est la ça. différence de l'organisation de la sécurité sociale. D'accord. Oui. Autrement dit, qu'aujourd'hui le RSI soit limité dans son principe, compte tenu de ce que vous venez de dire, aux URSSAF, me semble être tout à fait surprenant. C'est extravagant. C'est tout simplement extravagant et complètement illogique, puisque vous venez de retracer l'histoire. Et on peut ajouter que les fameuses 3 caisses qui ont donné naissance au RSI étaient des mutuelles. Bien sûr. Toutes les 3. Bien toutes sûr. les 3. Donc on rassemble 3 mutuelles pour faire un organisme qui, lui, n'est pas une mutuelle, d'après ce qu'ils disent. Et c'est pourtant bien une mutuelle. Oui, bien sûr. Alors, si Ça va de j'ajoute soi. 3 mutuelles, ça Bah me donne oui.
une mutuelle, ça ne me donne pas une autre Vous caisse. savez, il y a un dessin, le New Yorker est un journal américain qui publie souvent de très bons dessins. J'ai regardé comme ça, dans des archives, il y a quelques jours, par hasard, un de ces dessins où l'on voit un chien qui discute avec un chat qui est perché sur le canapé. Et le chien dit au chat, « Mais mon père était un chien. C'est pour ça que je suis un chien. » Voilà, les URSAF, c'est pareil. Voilà. Nous sommes des mutuelles. Nous étions des mutuelles. C'est pour ça que nous sommes des mutuelles. Alors, C'est logique. La question, c'est actuellement les URSAF consultés répondent, j'ai le document sous les yeux, qu'on peut trouver sur votre Que nous site, avons bien sûr, publié, effectivement, oui. que dans l'attente de la finalisation du processus de délégation subséquent, oui, nous sommes là dans la littérature C'est Courteline. administrative, oui, Subséquent. bien sûr, les ronds de cuir, qui n'est pas prévu ou aménagé par la loi et qui devrait aboutir ultérieurement, nous sollicitons un renvoi de l'affaire à une audience ultérieure. Et le Autrement renvoi dit, est toujours accordé, voilà. à part que nous... Ils ne peuvent pas juger, donc ils ne peuvent pas trancher. Ils ne peuvent pas trancher, et nous refusons même, non pas le renvoi, mais le procès lui-même, puisque nous disons, nous sommes convoqués contre le RSI, Oui. et le RSI Il n'existe n'existe plus. plus. Donc nous ne venons pas dans un procès où notre adversaire n'existe pas. Voilà. Voilà, et C'est QFD. c'est QFD, voilà. Et il y a des chances que vous, outre l'appel que vous allez faire, est-ce qu'il y a des chances que vous repassiez de nouveau en justice au titre de la présidence du MPLS ou... C'était à ce titre que Oui, bien j'étais cité à comparaître. Et bon, c'est une affaire qui se traîne depuis plus de 2 ans. Oui. Bon, il y a eu une enquête préliminaire, comme on dit. Cette enquête dont a donné lieu, là encore, pour moi, à une journée perdue, ou une demi-journée perdue, à aller répondre aux questions d'un policier d'ailleurs fort aimable et qui n'avait pas l'air de croire beaucoup à ce qu'il faisait, mais qui l'a fait très mal finalement, puisque la première question qu'il aurait dû poser, puisque je suis poursuivi pour des actions ou des actes qui sont contraires aux dispositions européennes. Il manque pas de culot. Ah oui, c'est extraordinaire. C'est eux qui les violent et ils disent que c'est moi qui dois être poursuivi à ce titre. Est-ce que vous croyez qu'ils sont allés interroger, comme je leur ai demandé, les autorités européennes? Je leur ai dit, mais allez donc voir le directeur du marché intérieur, présentez-lui la lettre que je vous remets, dans laquelle il explique que la France doit respecter les directives européennes, et demandez-lui pourquoi il a écrit cela. Et à ce moment-là, vous pourrez éclairer le procureur de la République qui se dépêchera, bien entendu, d'annuler cette affaire. Alors, Jean Dreichmann, il y a une nouveauté, si je puis dire, c'est un scoop. Il vient de tomber, et il est tombé en Slovaquie. Il est tombé en Slovaquie. Voilà. Alors, vous savez, avant que je vous dise cette extraordinaire Oui, nouvelle... Nous le ferons après la pause, d'ailleurs. On peut y aller maintenant? Oui, allez-y. Et annoncez quand même le fond Alors, de le fond, l'affaire. Tombé en Slovaquie. D'abord, la première des choses que je tiens à dire, c'est que Georges Lannes a parlé tout à l'heure de l'ACOS, et vous aussi, Olivier, et j'ai lu dans le dernier rapport de l'ACOS quelque chose d'absolument extraordinaire. L'ACOS d'abord dit qu'il suffirait, il y a actuellement un taux de cotisation de la part des entreprises qui est de l'ordre de 93%. Et ils disent qu'en 2008, en raison de la crise, ce taux était tombé de 4 ou 5 points. C'est beaucoup. Et qu'il avait mis la sécurité sociale dans un très grand péril. Il suffit donc de 5% des entreprises pour en finir avec la sécurité sociale. Et ils l'admettent eux-mêmes. Et le deuxième point, qui est presque, d'un point de vue historique, presque plus intéressant, c'est que l'ACOS nous dit, finalement, les pays de l'Est, de l'ancien pays dit de l'Est, mais qui sont toujours à l'Est, hein, la sécurité étant à l'Ouest, Oui, comme on dit. Et donc, j'allais le dire. vous l'attendiez, celle-là. Que ces pays ont tenté de mettre en place, après avoir été libérés du communisme, voilà, ont tenté de mettre en place des systèmes de sécurité sociale, mais ils n'y sont jamais parvenus. Et savez-vous pourquoi? C'est parce qu'on ne peut pas mettre en place un système de sécurité sociale sans une dictature communiste. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas... Et c'est pour ça que la Slovaquie
comme la Bulgarie tout à l'heure, est devenue un élément important de notre combat pour les libertés. Et c'était un franchi du communisme, il n'allait pas recommencer avec la sécurité Alors sociale. exactement, et ça leur a suffi. Alors nous allons 60 développer ans. ça. Nous allons développer ça après la pause. Alors, nous voici, chers téléspectateurs, partis pour la Slovaquie. Ex-partie orientale de la Tchécoslovaquie, désormais séparée. Il s'est passé quelque chose de décisif. Oui. Claude, Absolument voulez-vous nous essentiel. entretenir de Alors, cet événement? je viens de l'apprendre, mais c'est vraiment... je ne sais pas quand cette émission sera diffusée, mais très bientôt. Très bientôt. En tout cas, c'est hier soir que j'ai reçu le document par lequel on m'apprenait que le tribunal européen, qui est l'instance suprême avec la Cour européenne de justice, venait de prendre un arrêt qui date du 5 février, de ce mois-ci, de cette février, année, donc. et que cet arrêt est absolument décisif pour le cas français. Alors, certes, il s'agit de Slovaques. Comment peut-on être Slovaque? Oui, quand même. Eh ben, les Slovaques, c'est quand même des gens intéressants. Pourquoi? Parce que ils ont là-bas un système qui est... Ils sont membres de l'Union européenne, bien entendu. Bien sûr, il faut le rappeler. Oui. Et ils ont donc un système de sécurité sociale avec une caisse de sécurité sociale qu'on pourrait assimiler à la sécurité sociale française et deux caisses privées qui se partagent le marché en quelque sorte. Voilà. Bon. Alors les caisses privées sont bien entendu agréées et il s'est trouvé que l'État slovaque a renfloué la sécurité sociale qui, comme toutes les sécurités sociales, avait besoin d'être renflouée par ce que l'on appelle des aides d'État. Donc les deux caisses privées ont dit, mais attendez, ça ne marche pas. C'est anticoncurrentiel. C'est anticoncurrentiel. Et donc, ils se sont plaints à la Commission européenne, qui a dit non, c'est la Commission européenne. Alors ça, vraiment, tout peut en sortir. Mais tout. ils sont comme vos juges tout à l'heure. Voilà, n'importe quoi. Et donc la Commission européenne explique, alors même qu'elle venait de sommer la Bulgarie peu de temps avant, de respecter les directives. Non, mais ça continue quand même à faire n'importe quoi. Et donc, la Commission européenne déclare, ah non, c'est pas des aides d'État, non, tout va bien. Bon. Alors nos assurances privées se plaignent, saisissent le tribunal comme ils ont le droit de le faire à la suite d'une décision de la Commission européenne, et le tribunal européen statue. Et ce qui est extraordinaire, c'est que souvent les jugements de la Cour européenne ou du tribunal ne sont pas d'une clarté exemplaire. Celui-ci est parfait. Tout le monde peut le comprendre. Même un juge. Et donc, Alors ça, franchement, formidable. même un juge français. Merveilleux, formidable. C'est Même merveilleux. un juge français. Ah oui, même un juge français. Qui, soit dit en passant, comprend parfaitement tout ça. Oui, bien sûr. Il triche. Bien sûr. Donc, le tribunal européen déclare, voilà, vous êtes effectivement, vous, Sécurité sociale, un organisme qui n'a pas de but lucratif. Vous avez également des éléments importants de solidarité dans votre action, puisque tout le monde reçoit les mêmes prestations, etc., etc. Et donc, effectivement, vous êtes un organisme qui, a priori, n'est pas une entreprise. Mais ça n'est pas si simple, car vous êtes sur un marché où il y a deux organismes privés, deux sociétés d'assurance privées, qui, elles, sont des sociétés à but lucratif et qui fonctionnent normalement, parce que sinon elles disparaîtraient, dans ce type de marché. Donc, à partir de ce moment-là, vous répondez à l'obligation d'être qualifié d'entreprise. Et le jugement tombe, la décision de la Commission européenne est annulée, la sécurité sociale slovaque est une entreprise. Pour nous, c'est fondamental, car nous sommes dans le même cas. Voilà. C'est-à-dire que nous sommes, en France, nous avons des caisses de sécurité sociale, qui accessoirement sont toutes des caisses privées, mais oublions cela un instant. Et puis, vous avez un certain nombre d'organisations d'assurance privées qui assurent les Français.
La principale d'entre elles étant la société britannique Amaris, Voilà. qui est une société d'assurance des Lloyds, qui assure effectivement les Français dans des conditions qui manifestement satisfont leurs adhérents, puisque la société est toujours là, elle n'a pas fait faillite et donc elle ne se plaint pas de ses adhérents. Donc nous sommes, et puis il y en a d'autres, il y en a quelques autres, apparemment moins importantes d'après ce que je crois savoir. Et dans les cartons d'autres grandes compagnies d'assurance, il y a le projet que ça... Bien entendu, toutes les sociétés d'assurance européennes sont prêtes à bondir. Ouais. Bon. Donc, il y a eu récemment une réunion des Lloyds, au cours de laquelle on a demandé, il faut que je vous dise ça quand même, mon cher Olivier, là, vraiment, vous allez avoir le scoop des scoops. Figurez-vous que l'autre jour, on m'envoie un document dans lequel je découvre que les membres du conseil d'administration de la Caisse nationale du RSI, quand elle existait encore, ont une assurance, accident, etc. Et savez-vous qui les assure? La sécurité sociale, bien sûr. Non, le co-assureur d'Amaris. C'est-à-dire que nous avons le même assureur que le RSI. Alors, dans l'émission de la semaine prochaine, nous allons parler de ces questions-là avec mon invité, car extraordinaire. Les fonctionnaires se donnent des privilèges qu'ils interdisent aux autres. Exactement. Voilà. Donc, enfin, ce ne sont pas des fonctionnaires, d'ailleurs. Non, ce sont des gens de statut privé. Oui, mais qui les URSSAF bénéficient... sont des salariés de statut privé. privé, bien absolument. Je le précise pour nos téléspectateurs. Vous avez raison. Alors donc, nous nous retrouvons invraisemblable. exactement dans la même situation, c'est-à-dire que nous avons en France des caisses de sécurité sociale qui prétendent avoir un monopole, or elles sont en concurrence. Et le plus important de cette affaire, car c'est d'une clarté évidente, c'est que le tribunal européen explique bien que le problème n'est pas que vous soyez avec ou sans but lucratif. Le problème n'est pas que vous ayez des éléments de solidarité ou même une solidarité dans votre action. Le problème est que vous êtes sur un marché. S'il y a d'autres assureurs, vous êtes obligatoirement une entreprise. Qui dit entreprise dit concurrence. Donc nous sommes aujourd'hui en France avec une jurisprudence qui est lumineuse, voilà, c'est ça. Et qui nous dit toutes les caisses de sécurité sociale sont des entreprises, elles sont donc en concurrence. Ce qui veut dire que n'importe qui, désormais, avec les 7 à 8 pages que représente cet arrêt, peut se pointer devant n'importe quelle caisse, et c'est même pas nécessaire, il lui suffit d'envoyer un petit mot, ils comprendront sans un dessin, et dire, voilà, je ne veux plus de votre assurance que vous prétendez m'imposer, je suis désormais dans un système concurrentiel, parce qu'il y a en France d'autres assureurs. Une jurisprudence énorme, considérable. Mais c'est vraiment un coup de tonnerre. Alors, pour nous, qui sommes des sortes de météorologistes de cette affaire-là, parce qu'on guette le moindre soupçon de jurisprudence pour essayer de lutter contre ces caisses monopolistiques. Donc, nous voyions bien tout cela se poindre et venir. Ouais, et je me disais, je dois avoir un certain instinct au bout du compte, après plus de 20 ans, 25 ans de combat. Je me disais l'autre jour, il va se passer quelque chose. Je n'avais pas la moindre idée de cette affaire slovaque. Parce que, vous savez, il y a tellement d'affaires qui sortent devant... nous suivons régulièrement, bien entendu, les jugements de la Cour et du tribunal européen, mais on ne peut pas suivre tout à tout moment. Et donc, je me disais quand même, mais sans préjuger de cela, il va se passer quelque chose parce que nous arrivions à un point d'extrême faiblesse et d'extrême confusion. Dans la vie, la confusion est pratiquement contraire avec la forme de vie. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vivre vraiment longtemps dans la confusion. Ouais. Et cette confusion est telle que quelque chose devait arriver. Alors, est-ce que c'était ça ou autre chose? Ce qu'on appelle le point de rupture. C'est le point de rupture, voilà, exactement. Et donc, c'est arrivé. Et là, maintenant, ça change tout, parce que du jour au lendemain, je dis bien du jour au lendemain, nous avons le document qui explose littéralement. Comme vous savez, quand nous recevons, vous montriez tout à l'heure un document émanant des URSSAF, enfin de la Caisse de sécurité des indépendants, mais savez-vous, et moi-même je les reçois, parce que nos adhérents nous les envoient, quand l'URSSAF ou une autre caisse de retraite vient plaider devant le TAS ou devant une cour d'appel, c'est plusieurs kilos de documents qu'ils envoient, avec, et c'est accablant, des jugements et des arrêts émanant de toutes les cours d'appel de France et de tous les TAS.
C'est-à-dire que tout ça est à mettre à la poubelle. Oui. La Non. justice française n'a produit que des éléments à mettre à la poubelle dans cette affaire. Complètement déclassé juridiquement. Déclassé juridiquement d'un jour à l'autre. Et c'est aujourd'hui la première fois que je le dis, car vous-même avez un certain instinct, mon cher Olivier. J'ai remarqué que chaque fois que vous m'invitiez, et je ne le fais pas exprès, il y a un scoop. Ben voilà, mais c'est le but de l'information et c'est la vocation de TV Liberté. Mais vous venez, mon cher Claude, d'évoquer le TAS, le Tribunal des affaires sociales. Voilà. Or, les TAS, Eh ben, ils sont supprimés. ils ont bu la tasse, si je puis dire. Ah, pardonnez-moi, c'est Ils ont très bu la mauvais tasse, jeu de oui, mots. oui, on peut- Les téléspectateurs vont me on l'emprocher, peut ils le ont dire. raison. Ils n'existent plus. Alors, il comment n'est- peut-on être jugé par des tribunaux qui n'existent plus? C'est la question que nous nous sommes rapidement posée quand nous avons... Vous savez que c'est nous qui avons obtenu la suppression des TAS. Voilà. On l'a obtenu par une campagne de récusation, qui a des centaines de récusations. L'État a considéré qu'il ne pouvait plus maintenir des tribunaux qui étaient récusés en chaîne, Oui. et donc ils ont décidé de les supprimer. Sachant très bien, en outre, que ces tribunaux ne tenaient pas la route sur le plan du simple principe d'impartialité, puisqu'ils étaient payés par la sécurité Voilà, c'est sociale ça, et qu'ils c'est ce que nous jugeaient, avons dit. Voilà. ils jugeaient la sécurité sociale. Juge et parti. Juge et parti. Mais, alors, ils les ont supprimés pour les remplacer. Alors, vous avez trouvé la formule extraordinaire par des tribunaux spécialement constitués. Ce que c'est qu'un tribunal spécialement un constitué. tribunal spécial, on sait ce que c'est. Oui, spécialement constitué, mais c'est on ne sait pas fréquent. trop comment. Mais- C'est le propre des dictatures. Hein. voilà, exactement. Et alors, ils sont, finalement, ils sont sous la tutelle et sous la coupe, désormais, du tribunal de grande instance. Et non plus sous la sécurité sociale. C'est un premier point. Et puis, ensuite, comme il fallait le temps de s'organiser, on a dit, ah bon, oui, on va les supprimer, mais pas avant, au plus tard, fin 2019. Fin 2018, pardon. Donc nous y sommes. Oui. On approche de la approche, fin. oui. Et le problème, c'est que ces tribunaux ont voulu continuer à juger. Alors nous leur avons dit, écoutez, si vous êtes supprimés, c'est bien qu'on vous sanctionne. On vous a pas supprimé par gentillesse. Même si finalement ça va vous faire plaisir, parce que au fond, rendre des jugements aussi dégueulasses que les vôtres, ça doit faire du bien, ça doit vous soulager de plus avoir à le faire. Hein. Mais bon, soyons sérieux. Pas sûr. Non, ils sont très contents de rendre des jugements dégueulasses. Non, mais franchement, ils jouissent de rendre des jugements dégueulasses. Moi, ça m'a toujours stupéfait. Un juge devrait être très malheureux de rendre un mauvais jugement. Vous savez, c'est Lamennais qui disait « Quand je vois un homme s'apprêter à juger un autre, je tremble. » Bon, c'est vrai, juger, c'est ce qui est le plus difficile. Et donc, les TAS sont supprimés, et ils continuent, et le pire, c'est qu'ils rendent des jugements de plus en plus dégueulasses. C'est-à-dire qu'ils font même plus semblant. Hein. Ah oui. Mais je peux même ajouter quelque chose qui va vous intéresser, je le pense aussi. La Cour de cassation en est là aussi. Vous savez, on en avait parlé. La dernière fois, nous avions. Oui, mais là, actuellement, bon, c'est la suite de toutes ces instances. Le RSI et l'URSSAF nous faisaient espionner dans nos réunions. Ils envoyaient des huissiers. Oui, des huissiers. Alors, naturellement, nous nous sommes défendus en disant on a tout de même le droit, en France, de tenir une réunion sans qu'il y ait un huissier qui vienne espionner ce que vous dites. Et nous avons été régulièrement espionnés, sans parler des réunions où ils venaient avec les gendarmes armés et casqués, et gilets pare-balles. Bon. Enfin, c'est vous dire l'état de démocratie dans lequel nous sommes. Et donc, nous sommes devant la Cour de cassation sur un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a considéré que c'était tout à fait normal, que cette réunion était publique, hein, alors qu'elle était sur invitation, sur cotisation, enfin, payer comment on appelle ça, les frais de... Bon, donc, bref, quelques euros, réunion privée. Bon. La Cour de cassation est saisie et, selon la procédure habituelle, il y a un conseiller rapporteur qui est désigné et qui fait son rapport. Son rapport m'est parvenu hier. Bon, donc si vous voyez, dès que j'ai quelque chose, c'est juste avant votre émission, systématiquement. Parfait. Bon. Et que dit la rapporteuse ? La vilaine rapporteuse. Elle dit, ah oui, ça, bon, sur les 2-3 premiers points, non, là, on ne peut pas faire de cassation. En revanche, il y a un point qui est préoccupant, c'est que la Cour explique que
La réunion, certes, était faite sur invitation, payant remboursement des frais, etc. Et qu'il fallait, bien entendu, décliner, non pas son identité, mais l'invitation qu'on avait reçue, etc. Et la rapporteuse dit, ouais, ça ne rend pas cette réunion publique. Oui. C'est quand même une réunion privée. Oui. Et donc, du coup, nous allons être obligés de casser cet arrêt. Mais on a un truc. On va faire ce qu'on appelle une substitution de motifs. C'est-à-dire que on va négliger, et c'est prévu par le code de procédure civile, mais enfin, ça ne doit se faire que lorsqu'il y a des motifs erronés. Oui. C'est dans le texte de Erroné, oui. Erronés. Or, ce que dit la rapporteuse, ce n'est pas que les motifs sont erronés, c'est qu'ils sont susceptibles d'être cassés. Voilà. Alors donc, nous allons remplacer ça par tout simplement l'article 9 du Code de procédure qui dit qui ne dit rien, finalement, qui dit simplement que le respect de la vie privée doit être... on doit respecter la vie privée. Voilà. Et elle ajoute, oui, mais une association n'a pas de vie privée. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui n'est pas vrai, évidemment pas vrai. Elle est de droit privé, de toute façon. Elle est de droit privé, d'une part, et d'autre part, on a le droit. Si vous et moi et Georges décidons de faire une association pour, la promotion de la culture du chou-fleur, bon, cette association peut avoir, par exemple, sur la culture du chou-fleur, des vues particulièrement novatrices dont personne ne doit pouvoir s'emparer sans notre accord. Eh bien, non, maintenant, on peut vous envoyer un huissier, on peut espionner votre réunion. Mais c'est invraisemblable. Où est-on tombé en France ? On peut espionner des réunions. Nos réunions se faisaient d'une manière très claire. Le sujet était connu. Ce que je disais, je le disais aussi bien à la radio et à la télévision. Il n'y avait aucun secret. Simplement, nous avons le droit de nous concerter et de tenir une réunion. Et vous savez que l'association, le droit d'association est un droit constitutionnel. Eh bien, malgré cela, il y a une conseillère à la Cour de cassation qui vient nous expliquer qu'on peut truquer finalement les motifs, on peut en trouver d'autres, sous couvert de le faire quand même en respectant les règles, et qu'en réalité, il devrait immédiatement casser cet arrêt parce que il n'est pas conforme à ce que la vérité dit, à savoir que notre réunion était bel et bien privée. Nous sommes dans le déni de justice, mais le déni de justice est lui-même engendré par le déni du réel. Et je pense que c'est ce qui caractérise toute la situation de notre pays aujourd'hui. Par ses médias, ses juges, ses politiciens et son administration, le quadrige infernal nie le réel. Alors, je me permets de rajouter un petit point que j'ai évoqué dans un article que j'ai écrit, un de mes derniers articles, mon dernier article, je crois, mon dernier éditorial, qui est sur... Et je vous en avais déjà parlé, Olivier, parce que j'avais observé que parmi les articles particulièrement intéressants que j'ai pu lire au cours des 40 dernières années, il y avait la série d'articles dont vous nous avez gratifié sur l'enseignement. C'est votre sujet, un de vos sujets. Et on se disait, en vous lisant et en lisant quelques autres personnes éminentes, enfin, comment se fait-il qu'on n'arrive pas à convaincre nos concitoyens de l'impérieuse nécessité de changer, que le système doit changer ? Eh bien, la réponse... elle vaut ce qu'elle vaut, mais j'en suis persuadé, la réponse c'est la sécurité sociale. La sécurité sociale a créé un climat psychologique tel que tout le monde, désormais, se croit tout permis du moment que c'est la sécurité sociale qui est en cause. Et là, vous avez, par exemple, et je vous en avais parlé la dernière fois, et je le confirme cette fois parce que ça continue de prospérer, la Cour de cassation considère que à partir du moment où la sécurité sociale est en cause, et qu'elle est en cause, ou plus exactement, elle est renforcée par le préambule de la Constitution de 1946. Redoutable. 11e alinéa qui dit que l'on a droit à la santé. Bon, d'accord. C'est ce qu'on appelle le droit de créance. Voilà. Mais, de ce fait, tous les principes de base de notre Constitution qui figurent dans la Déclaration des droits de l'homme, et non pas dans le préambule de la Constitution de 1946, sont anéantis. Liberté anéantie. Propriété. Pardon ? Propriété. Propriété anéantie. Résistance à l'oppression. Résistance à l'oppression anéantie.
Et alors, nous utilisons maintenant, nous en sommes là, parce que nous sommes tellement exaspérés que dans les QPC que nous déposons, nous leur disons, écoutez, interrogez le Conseil constitutionnel sur le fait que la liberté, la propriété, la liberté d'expression et le droit de la résistance à l'oppression sont rendus impossibles par la sécurité sociale. On nous dit que c'est le préambule de 46, nous disons vous n'avez pas le droit de nous priver précisément de nos droits fondamentaux. Et ils sont très gênés, figurez-vous. Les tribunaux et les procureurs actuellement répondent en disant non, il n'y a pas d'oppression, etc. Mais enfin, ils sont très embêtés. Ouais. Nous développerons cette idée avec mon prochain invité la semaine prochaine, car c'est en substance le problème posé par l'État tel qu'il est aujourd'hui en France. Mais j'ajouterais ce que vient de dire Claude Reichmann. Je conclus. Donc c'est effectivement ces années 45-46 que nous continuons à vivre aujourd'hui dans les pires situations. Et pour, disons, remédier à cela, je ne saurais trop conseiller aux auditeurs de lire l'ouvrage de Georges Lannes. Non, de Friedrich von Hayek, Droit, législation et liberté, oui. où il fait apparaître que les règles de droit doivent être au départ de toute notion juridique, alors que dans le cas de la sécurité sociale, il n'y a aucun principe. C'est la négation de toute chose. C'est du nihilisme, absolument, la sécurité sociale, en dépit du nom qui lui est donné. Ouais. Absolument. Mais justement, le nom est abusif, bien sûr, puisque évidemment, nous critiquons la sécurité sociale et certains vont s'imaginer que du coup, on leur retire la sécurité sociale. Ce qui m'ennuie, c'est que vous allez être obligé, comme moi, de partir à l'étranger, Olivier et Georges. Mais nous irons en Slovaquie. Nous retrouvons contre trois complices en Slovaquie. Mais voilà. Où nous allons faire souche. Je vais me répéter. Mais pourquoi la Slovaquie? Ce n'est pas un hasard. Souvenez-vous de la phrase de Bukowski à qui on demandait ce qu'il pensait de l'Europe en général. Il répond: nous avons déjà vécu dans votre avenir. Eh bien, la Slovaquie, elle avait déjà vécu la sécurité sociale communiste et n'en voulait plus. Eh bien, comme vous parlez de Bukowski, vous allez nous offrir un coup à boire, parce que lui... Ah non, attendez. Comme tous les Russes, bien sûr. Mais bien sûr, en cet honneur, et avec la jurisprudence que vous venez de nous évoquer. Là, ça vaut nous sommes dans le scoop. Oui, ça vaut la peine que nous ouvrions une bouteille de ce que vous choisirez, parce que réellement, c'est d'une importance capitale. La France va changer. Ouais. C'est-à-dire que, je ne voudrais pas être grandiloquent, mais franchement, quand vous allez avoir finalement 30 millions de personnes qui vont, d'une manière ou d'une autre, se libérer, elles vont redresser la tête. Et vous savez, je ne sais pas si je vous l'avais dit dans une de nos émissions, souvent dans mes réunions, je demande ou je dis aux participants, là, je sais, vous êtes français, vous croyez être français. La plupart d'entre vous le sont sans doute. Mais en réalité, non. Vous êtes des Incas. Les gens me regardent comme ça avec stupeur et je leur dis, mais si, vous êtes des Incas, parce que à la cour de l'Inca, qui était le souverain, qui, à l'époque précolombienne, régnait sur cette partie qui est aujourd'hui le Pérou, eh bien, il y avait un protocole. Et le protocole exigeait qu'on ne se présentât pas devant l'Inca, sauf à être courbé avec une charge sur le dos. Mais ce sont les Français d'aujourd'hui. Exactement. Ils sont des Incas. Et je le recommande d'ailleurs, l'excellente lecture d'un livre paru dans les années 60, le livre de... voilà que son nom va m'échapper, c'est un nom russe, Le phénomène socialiste, de Chafarevitch, Igor Chafarevitch. Ce livre raconte justement, il fait l'historique du socialisme soviétique, et prend l'exemple des Incas, avec un système pyramidal totalement qui pyramidal, charge, et l'absolue dépendance des citoyens vis-à-vis du souverain. Voilà. Et pour terminer, il faut terminer, et j'ai quand même un mot que je tiens à vous dire tout simplement. Nous récidiverons. Parce que quand j'étais à ce procès au tribunal correctionnel de Paris, très fortement j'ai ressenti, non pas un souvenir personnel, mais une idée. Dans ce même tribunal,
il y avait un dénommé Kravchenko qui, dans les années 50, venait défendre son livre « J'ai choisi la liberté ». Eh bien, moi, je me sentais aussi détenteur de cette formule. J'ai choisi la liberté. Et j'étais porté, mais vraiment porté, par ce sentiment qui était le sentiment de tous ceux qui assistaient à cette audience et qui disaient « Mais qu'est-ce que c'est que ce procès qu'on fait à la liberté ?» Eh bien, c'est un procès inacceptable. Et pour Kravchenko, le procès était fait par les Lettres françaises, Absolument. organe du Parti communiste français. Exactement. Chers amis, merci. Merci. Merci à vous. Et chers téléspectateurs, eh bien, je vous dis à très bientôt.